Bienvenue sur Que des numéros 10 Agile, le podcast qui te livre tous les secrets pour bâtir une équipe qui ne démissionnera pas dans 6 mois. Je suis Christophe et mes invités sont des managers, des coachs, des leaders du monde agile. Avec eux, nous allons décrypter leur parcours, leur réussite et leur passion de bâtir des équipes performantes sans négliger l'humain. Sans plus attendre, place à l'épisode du jour. Vous en avez marre des rétrospectives de sprint ennuyeuses et inefficaces ? Découvrez Nitro, l'outil de rétrospective en ligne numéro 1 en France. Avec plus de 60 activités prêtes à l'emploi, vous allez enfin découvrir ce qu'est un moment d'équipe, ludique et efficace. En plus d'offrir la meilleure expérience de rétrospective, Nitro vous permet aussi de vérifier l'état de santé de votre équipe et de mesurer l'impact des plans d'action à travers le temps. Nitro rassemble donc tout ce qu'il vous faut pour aider votre équipe à s'améliorer en continu. Aujourd'hui, Nitro est adopté par plus de 48 utilisateurs à travers le monde et compte parmi ses clients L'Oréal, Decathlon ou Leroy Merlin. Je vous invite donc à essayer Nitro gratuitement dès aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous sur le site nitro.io/fr. Ça s'écrit Nitro, N-E-A-T-R-O. Plus d'informations dans les ressources de l'épisode. Des boîtes ou des managers ou des directeurs, s'ils voient pas les gens, tu vois, ils se disent les gens ils bossent pas en fait. Comment tu crées du lien avec des gens ? Moi c'est simple, j'apprends à les connaître. Faut leur montrer que t'es là et aussi mettre ensemble des formats de réunion, un peu de gamification pour que les gens puissent s'exprimer. Ce que je retiens, c'est que c'est la confiance et le fun pour créer du lien avec les gens. Et je pense que c'est tout à fait quelque chose qu'on peut faire à distance. Quand les entreprises sont trop focus sur la présence physique, c'est parce qu'il n'y a pas de confiance. Ils ont peur de perdre le contrôle. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Que de numéros 10 Agile. Je suis Christophe et aujourd'hui j'ai une super invitée que j'adore. Elle est dirigeante d'entreprise, leader d'une communauté d'entrepreneurs. Elle est aussi maman de 2 bambins. Elle est aussi l'américaine la plus stéphanoise de France, qui vit en Italie et qui casse LinkedIn à chaque fois qu'elle poste sur les réseaux sociaux. Donc, Elisabeth, c'est un plaisir de te recevoir. Est-ce que tu peux te présenter ? Waouh. Après tout ça, je sais plus quoi dire. C'est marrant comme question. Et j'ai une vision un peu philosophe sur ça. Vas-y. C'est que plus le temps passe, plus je me découvre et plus j'enlève un peu toutes les identités que j'ai cumulées pendant les années. Un peu notre éducation, l'image que nos parents ou notre famille peut avoir de nous, nos collègues, aussi notre éducation culturelle, etc. Et avec le temps, j'enlève tout ça et je découvre petit à petit qui je suis ou surtout qui je ne suis pas. Ah, bon, ça, on va creuser ça. On va creuser ça, Elisabeth. Bon, là, je pense que les auditeurs et les auditrices ont dû remarquer ton accent. Je pense que tu n'es pas né ici, donc t'es né où ? Ouais, donc je suis née à Saint-Louis, dans le Missouri, aux États-Unis, comme tu l'avais dit. Et j'ai grandi là-bas, j'ai toute ma famille encore aux États-Unis. Je suis partie vers l'âge de 22 ans pour venir en France. Donc je suis expatriée depuis 15 ans. Qu'est-ce qui t'a donné de venir en France, là ? Ce pays de fous. C'est vraiment random. J'étais au lycée. Je pense que c'est là où ça a commencé. J'avais 16-17 ans et j'ai pris mon premier cours de français. Et j'avais une prof super qui avait beaucoup d'énergie, qui avait beaucoup d'amour pour la France aussi. Et ça m'a donné envie de découvrir, parce que j'avais jamais voyagé ailleurs. Genre, quand on prenait des vacances d'été, c'était tout le temps au lac les Ozarks. Je sais pas si tu connais la série à Netflix. Ouais, je connais, c'est à Netflix, ouais. Mais du coup, c'est à genre 1 heure de chez nous. On allait là-bas chaque été, toujours au même endroit. J'avais jamais voyagé dans un autre pays. Mes parents non plus, mes grands-parents non plus. Donc, j'avais pas vraiment de raison ou exemple. Mais cette professeure m'a donné envie de découvrir le monde et de commencer par la France, du coup. Et
Et quand t'as mis les pieds en France, c'est différent de ce que tu imaginais ou tu t'es pris direct la claque dans la gueule? J'y vais direct. J'ai pris une claque. Ouais. C'est hyper dur en fait. Voilà, c'est une chose de prendre des cours dans son pays et d'essayer de faire des phrases, etc. Mais quand on arrive vraiment dans le pays, on ne comprend rien. Genre, il y avait la phrase « je sais pas ». À l'école, on apprend « je ne sais pas ». Et les Français disent « je sais pas ». Chez qui? Chez quoi? Je sais pas. Attends, t'as atterri où? T'as atterri à Paris ou t'as atterri dans... Alors, j'étais à Caen au Ok. début. Mon université avait un programme d'échange avec l'université de Caen. Donc, je suis arrivée là-bas. Et aussi, j'ai visité Paris. J'ai pu visiter un peu autour pendant c'était un programme de 6 mois. Donc, j'en ai profité aussi pour voyager un peu en France. Alors, c'est quoi les endroits qui t'ont marqué? J'aime beaucoup Caen, d'ailleurs. Ouais. Je trouve que c'est une super ville, même si le temps est particulier. J'aime bien la taille de la ville. C'est une taille humaine, je pense. Je trouvais que c'était facile de rencontrer des gens, de créer des amitiés, etc. Alors que, je sais pas, peut-être à Paris, c'est un peu plus compliqué, j'en sais rien. Donc, j'ai beaucoup aimé cette ville. Et puis, Paris aussi, comme c'est un peu le rêve, voilà, Emily in Paris. je voulais venir et voir the Eiffel Tower et tous ces symboles, en fait, qui nous font rêver aux États-Unis. Et ça donnait envie de rester là et de travailler ici, hein. Parce que là, c'était quoi? C'était tes études, c'était les vacances, après t'as Ouais, fait des études ici ou... c'était des études et j'avoue que tout de suite, ça ne m'a pas donné envie de rester. C'est dur de se confronter à une nouvelle culture. Quand on ne connaît pas les Français de l'extérieur, ils peuvent sembler un peu froids ou brusques. On n'a pas les mêmes cultures et on n'a pas la même façon d'aborder des personnes qu'on ne connaît pas. Donc ça, c'était challengeant. C'est challengeant de vivre dans un pays où on ne connaît pas les règles, on ne connaît pas la langue, voilà, on est comme un bébé, on ne sait rien faire et c'est épuisant. Voilà, c'est épuisant. Donc c'était dur, il y avait des moments où je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi j'ai fait ça? J'ai envie de rentrer chez moi, j'en peux plus. Mais à la fin de ces 6 mois, j'ai vu à quel point j'avais grandi et que j'avais vécu des expériences incroyables, inattendues. J'avais fait de belles rencontres, etc. Et c'est surtout la fin de l'histoire qui m'a donné envie de revenir pour pouvoir aller un peu plus loin, pour creuser un peu plus et voir ce qui se cachait derrière on va dire, la carapace de la France et des Français, mais d'aller un peu plus loin et voir en profondeur ce qui était la France. Donc après, là, t'es retourné, t'as fait tes études là-bas, après t'es revenu ici pour travailler, c'est ça? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a fait le déclic, en fait? C'est devenu une obsession ou t'avais une opportunité, tout C'était simplement? une opportunité. Alors, j'avais envie de revenir, justement, parce que je me suis dit, OK, cette fois, je vais revenir et je vais je saurais mieux gérer, je saurais mieux m'intégrer, etc. J'ai appris, j'ai progressé en français aussi, donc ce sera plus facile. Donc, je suis revenue pour un stage en tant qu'assistante de langue. Il y a un programme, je ne sais pas si ça te parle ou si Oui. quand tu... OK. Donc, j'ai fait ça à Caen. Encore une fois, je suis revenue à cette ville. Et c'est en revenant, en fait, je me suis dit, j'aimerais bien rester plus longtemps. Le stage, c'était que 6 mois. Et j'ai su tout de suite que je voulais prolonger ce voyage. Donc, j'ai commencé tout de suite à chercher un travail. Ok. Parce que je savais qu'il me fallait soit reprendre les études, soit trouver un job pour avoir le visa, la fameuse D'accord. carte de séjour. Et c'est comme ça que j'ai trouvé un job de formatrice à Saint-Étienne. Saint-Étienne. C'est comme ok. ça que je suis devenue stéphanoise. Allez, les Verts!
Ok, donc... Et là, t'avais quel âge Quand je suis Ouais, à Saint-Étienne, alors c'était en 2011. d'accord. 2011. Quel âge? Quel âge j'ai aujourd'hui? Non, c'est pas grave. Donc 2011, ok. 20, Ouais. quelques 22, 23 ans. Donc là, t'as poursuivi, ok. Donc t'as fini tes études, t'es venu ici, t'as kiffé, tu voulais voir un peu plus la France, t'as travaillé. Du Oui. coup, c'était quoi? C'était un CDI, c'était un CDD, c'était quoi le truc? Un CDD et c'était un peu un désastre, mais Ah oui? bon, j'ai travaillé 2 ans quand même dans Ok. cette boîte, donc j'ai pu découvrir le métier de formatrice, de travailler avec des adultes pour la première fois, parce que j'avais toujours travaillé avec des étudiants. Aux États-Unis, j'ai enseigné dans un lycée et un collège. En France, quand j'étais assistante, c'était un primaire, donc toujours avec des jeunes, on va dire, et dans la formation, du coup, c'était avec des adultes et j'ai préféré ça. Mhm. Donc j'ai découvert ce métier. Mais le mauvais côté, c'est que j'avais une manager toxique, très compliquée, et puis la boîte a déposé le bilan. Je me suis retrouvée sans job, et j'ai appris que mon employeur ne m'avait pas déclaré. Donc je travaillais au black malgré moi, genre Deux même ans? si j'avais un contrat, ouais, pendant 2 ans, j'avais un... Parce que, alors, je pense que si j'avais, par exemple, je sais pas, si j'avais été malade, j'aurais pu comprendre que j'avais pas, genre, il y avait un problème avec la sécurité sociale. Je l'ai appris après, mais il y avait pas les cotisations. Mais comme j'ai jamais été malade et j'ai pas l'habitude en tant qu'Américaine, tu vas jamais chez le Ouais. médecin ou quoi que ce soit. Des fois, il y a des petits trucs que j'aurais pu l'apprendre avant ou autrement, mais je l'ai appris à la fin, du coup, que voilà, qu'elle n'avait pas payé les cotisations et que j'avais pas le droit au chômage ou tous ces trucs, toutes ces protections qu'on pense avoir en France, bah je les avais pas. Attends, là, t'as dû rentrer dans son bureau et retourner à la table, là, non? Non? C'était un truc de fou. Après, je pense que ça a beaucoup changé depuis aussi. Ouais. C'était en 2011, 12. Là, tout est informatisé. Je sais que mon cabinet RH fait la DSN, la déclaration tous les mois. Genre, tout est informatisé aujourd'hui, alors que à l'époque, c'était peut-être différent. Non, mais là, tu t'es pris une claque dans la gueule. Enfin, moi, si je me tape ça, je rentre chez moi direct. Enfin, C'était t'es rentré chez toi la ou- première chose que j'ai Ouais. pensé. J'ai dit, mais merde, c'est fini, quoi. Genre, je rentre chez moi, je sais pas quoi faire. J'en peux plus. C'est horrible. Ouais. Du coup, c'était en novembre 2012. Et j'ai décidé, du coup, de rentrer quand même. Je suis rentrée pour les fêtes de Noël pour me ressourcer un peu, pour voir ma famille et décider quoi faire. Ok. Et après, t'es encore revenu ici Oui, après voilà. cette claque. Mais qu'est-ce qui s'est passé encore? Je sais moi encore. Non, du coup, j'ai décidé de créer mon entreprise. En France? Ouais, en France. Ah ouais, là, tu t'es Let's dit, go. je reste pas sur une fausse note, je J'ai dit, bah, je reviens. vais rester. et je vais tout casser, Et c'est c'est moi ça qui décide. Ah ouais. Ok, donc t'es revenu en plus à Saint-Étienne. À Saint-Étienne, Ok. du coup, à l'époque, j'avais aussi un copain Ouais. français, stéphanois, et voilà. C'est comme ça que t'as créé Aves Formation, enfin ta boîte actuelle. Ouais. Ok. Bah dis donc, je connais pas beaucoup de monde qui font ça, tu vois. Là ta boîte, ouais, elle a plusieurs années, enfin. Elle est grosse ta boîte, enfin, là, maintenant. Là. Ça fait 11 ans 11 ans? qu'elle existe. J'aurais jamais imaginé non plus. Genre, quand je l'ai lancée, je me suis dit pourquoi pas, mais j'avais pas vraiment de vrai objectif à part vivre Ouais. et rester en France. Et je pense que j'aurais jamais imaginé que 11 ans plus tard, je serais encore là. Et ta boîte, justement, ça donne des cours de langue, t'as continué à enseigner la langue? Oui, Vu des cours de langue au début, et puis
On a diversifié un peu au fil des années. On fait aussi de la bureautique, numérique et management. T'as démarré tout seul ou t'avais déjà un associé ou... J'avais un associé, Ok. j'avais 2 associés Ok. d'ailleurs, et c'est marrant. On va creuser là dans Vas-y, l'histoire. vas-y. C'était mon ex, mon copain de l'époque, et son père. J'étais tellement traumatisée par ce que j'avais vécu. Et du coup, ils m'ont aidé, ils m'ont expliqué un peu, OK, on peut créer une SARL. On va créer ensemble à 3. Comme ça, je crois que... Alors, avec mon copain, on avait tous les deux 40%. 40. Et mon beau-père avait 20%. Et j'étais salariée de l'entreprise. Et avec ce setup-là, en fait, j'avais, on va dire, une certaine protection si jamais ça ne fonctionnait pas. J'avais le droit au chômage, je pouvais avoir ma carte de séjour, etc. Du coup, ce montage-là, c'était pour moi une sorte de filet de sécurité. Et comme eux, ils étaient déjà entrepreneurs et ils avaient déjà pas ce filet de sécurité-là, ils ont dit, bah, nous, on le fait avec toi et comme ça, il peut rien t'arriver. Mais bon, il peut rien t'arriver si tu restes dans cette relation et dans cette ville, etc. Mais, Ok, et qu'est-ce qui s'est passé? mais après, quand tu n'es plus en couple avec la personne, bah, qu'est-ce que tu fais? Du coup, j'ai racheté les parts. Voilà, il y a eu des changements au fil des années aussi. T'as repris le pouvoir de la boîte en fait là, enfin. Oui, aujourd'hui, je suis seule. T'es seule et t'as combien de personnes dans ton entreprise maintenant? Alors, en salarié, ils sont 6 et en freelance, on travaille vraiment avec beaucoup de freelance, avec une trentaine, je dirais, de formateurs et aussi dans d'autres rôles, comme notre COO, elle est indépendante et aussi, par exemple, une assistante virtuelle qui est indépendante également. Donc, un peu des... Attends, parce que là, je pense qu'il manque un bout de l'histoire en fait. Est-ce que tu t'es pris une claque ici, t'es reparti, t'es revenu, t'as créé une boîte, t'as acheté les parts? mais Elisabeth, y a personne qui fait ça, enfin. En plus, ta boîte, tu me dis que maintenant, elle a 11 ans, enfin. Il y a un truc qui s'est construit, enfin. Quand t'as commencé à diriger la boîte, bah, seul. Qu'est-ce qui s'est passé, enfin, parce que ta boîte a dû grossir, en fait. Ouais. Enfin, avant, t'étais seule. Déjà, je dirais que j'ai été seule quand même pendant longtemps, alors que j'avais 2 associés, mais qui n'étaient pas vraiment présents, dans le sens, ils ne travaillaient pas au sein de l'entreprise. Okay. Donc, je gérais tout au quotidien. C'était quand même un sacré avantage en tant que jeune étrangère, donc j'avais 25 ans à l'époque. Et quand tu dois demander un prêt bancaire, quand tu dois chercher des locaux, etc., je ne suis pas sûre que seule, j'aurais eu autant de facilité pour ces choses-là. Donc, ça m'a beaucoup apporté ce bagage, on va dire. Mais au quotidien, c'était pas toujours le cas. Donc, j'avais l'avantage de pouvoir échanger avec eux, qui étaient entrepreneurs, mais pas du tout dans le même secteur. C'était du coup, mon copain, c'était des magasins d'articles de fête et de déguisement. Donc, rien à voir. Et mon beau-père, c'est industriel plastique. Donc, rien à voir non plus. Okay. Du coup, je pouvais échanger un peu, mais dans des limites, on va dire. Mais du coup, j'ai été seule. Et puis, c'est compliqué l'histoire, mais j'ai racheté d'abord les parts de mon ex quand on s'est séparés. Mais mon beau-père est encore resté dans la boîte jusqu'à fin 2021. Fin 2020, pardon. Je me perds C'est pas grave, c'est pas grave. dans le temps et dans les histoires. Et fin 2020, du coup, je rencontre une personne qui veut bien
racheter les parts de mon beau-père et intégrer la boîte, mais travailler avec moi, genre travailler dans la boîte avec moi. Du coup, pour la première fois, je ne suis plus seule, on va dire, mais ça s'est pas hyper bien passé. Donc, peu de temps après, j'ai racheté ses parts à lui. Et du coup, aujourd'hui, je suis seule, mais vraiment seule. Et en tant on va dire, propriétaire de la boîte et aussi à la tête niveau management aussi. D'accord. Histoire compliquée. Histoire compliquée, mais justement, ça t'a formé un peu tes valeurs, aussi tes expériences. Oui, il y a un truc que j'aimerais comprendre, en fait. C'est qu'en fait, t'étais super jeune. T'es passé dirigeant au fil de l'eau. La charge mentale, c'est Ouais. chaud, non? Enfin, hein. Quand tu y es pris, enfin, t'as juste pris chaque emmerde pas à pas, ou tu t'es fait coacher, ou tu as demandé de l'aide? Vraiment pas à pas au début. Et je crois au bout de 2 ans, j'ai décidé de retourner à l'école. J'ai fait une école de management entrepreneurial, on va dire, en alternance. Donc j'avais Ok. la boîte à gérer et j'étais étudiante. Je crois que j'avais 2 jours par semaine en formation. Et je travaillais, du coup, j'ai géré l'entreprise les 3 autres jours. Et je pense que ça m'a beaucoup apporté niveau compétences business, chiffres, ressources humaines, gestion de projet, commercial, aussi dans la posture, en fait, d'aller dans une école de business. Tu dois aussi, je sais pas, faire des présentations, des projets. Tu dois sortir un peu de ta zone de confort. Donc, ça m'a beaucoup apporté aussi. Je pense que ça a été un vrai tremplin pour moi. Et j'ai pu ensuite créer un partenariat avec cette école qui existe toujours aujourd'hui. Donc, c'est un de nos meilleurs clients et on gère les formations d'anglais au sein de leur programme de bachelor et de master. Ok, bah écoute, moi je suis bouche bée, hein. Franchement, si je faisais mes études en France, je me prenais une claque et je reviens et je reprends les boîtes d'apport. Enfin, c'est n'importe quoi, Elisabeth, personne ne fait ça. C'est incroyable ça. Et du coup, comment tu manages justement les personnes d'entreprise en fait? Parce que là, tu me dis que t'as aussi des salariés, t'as aussi des freelances. Moi, je connais des boîtes, ils se disent, moi, les freelances, enfin, ça coûte trop cher, ou j'ai pas la main sur eux, comment je peux capitaliser sur eux pour avancer dans la boîte? Enfin, c'était quoi en fait la réflexion faire grossir la boîte parce que t'as abordé de la grossir en fait, c'est ça? Ouais, et c'est ça qui est marrant aussi, mais j'ai commencé à travailler avec des freelances dès le premier jour. Ok. Là, on est en 2013. J'avais déjà commencé à négocier des contrats avec des entreprises avant de créer la boîte, avant de créer les statuts. Et je me suis rendu compte très vite que je ne serais pas en capacité d'animer toutes les formations moi-même et que j'avais besoin tout de suite de formateurs, mais pour quelques heures par-ci, par-là. Donc j'ai commencé tout de suite à travailler avec quelques formateurs d'anglais en freelance. Et du coup, j'ai toujours eu ce fonctionnement. Et je crois que la première salariée, c'était peut-être en 2015, peut-être 2 ans, au bout de 2 ans, je crois. Ok. Et je vais faire un peu la pertinent. Les gens, ils viennent tous à Saint-Étienne pour... Enfin, tous tes freelances ou tes salariés, ils viennent de Saint-Étienne ou ils sont autre part? Bah ça, on a sauté aussi. Mais il y a eu un sacré changement pendant le Covid, Ok. d'ailleurs. Donc jusqu'au Covid, c'était vraiment local. Ok. On avait des formateurs à Saint-Étienne, mais aussi autour, à Lyon. Ça va, on a une grande ville à côté. Hmm. Donc on travaille aussi à Lyon, dans les locaux de nos clients. Mais depuis le Covid, on a basculé en ligne. On fait aussi du présentiel dans les locaux des entreprises, mais partout en France.
Et voilà, en ligne, partout en France aussi. Donc ça a beaucoup changé. Attends, là, t'es en train de me dire, en fait, ton équipe est en full télétravail, en fait. En full télétravail, et d'ailleurs, c'est quelque chose que pendant longtemps j'ai hésité, qu'est-ce que je vais faire avec les locaux. On a encore des locaux à Saint-Étienne, mais je vais enfin les lâcher. J'ai gardé parce que au début, je n'étais pas sûre de l'avenir, on va dire. Après le Covid, on a vu un changement dans les habitudes, etc. Mais j'étais pas encore capable de savoir si c'était permanent ou temporaire. Et au bout genre, ça fait 4 ans maintenant depuis le Covid. Mhm. Ça passe vite et je vois qu'il y a de moins en moins de monde dans les locaux. Ça coûte cher et ça ne sert à rien. On paye à peu près 3 000 € par mois pour les locaux qui sont presque vides. Donc, on va les lâcher enfin à la fin du bail et on pourra faire des trucs cool avec des séminaires ou autre chose. Ce sera plus bénéfique. Non, mais là, tu me fais marrer, Elisabeth, parce que là, en fait, regarde, là, tu me dis, vous allez lâcher les locaux, vous êtes en full travail, le Covid, bon, et c'est fini, vous êtes en full travail depuis 4 ans. Mais il y a plein de managers, ils sont sûrs, s'ils voient pas leurs collaborateurs ou, comment t'as pu créer cette ambiance et cette relation, tu vois? Enfin, c'est pas facile, hein. Parce que là, t'as été sur LinkedIn comme moi, tu vois bien qu'il y a plein de bots, ils font un retour en arrière. Ouais. Ils sortent des sondages ou je sais pas quoi. Les gens sont moins créatifs quand ils sont plus au bureau, donc on vous demande de revenir. Enfin, t'as fait le contraire en fait, tu vois. Enfin, Ouais, je pense que c'est d'abord personnel et peut-être égoïste, mais une fois que moi j'avais goûté à ça, le télétravail, parce qu'avant moi aussi je travaillais dans les locaux, ok. et une fois que je faisais du télétravail, que j'ai pu déménager en Italie et du coup vivre où je voulais, être libre géographiquement, recruter aussi des formateurs de partout, basés sur leurs compétences et pas sur leur lieu de résidence. Je me suis dit, mais comment je peux retourner en arrière? C'est pas possible. Comment je peux dire à vous, vous allez au bureau et moi je reste chez moi? Ça n'a pas de sens. Ouais, t'as montré l'exemple. Franchement, chapeau. Et mais t'avais quand même des gens qui voulaient quand même revenir au bureau de temps en temps ou parce qu'il y en a qui, forcément, je pense qu'il y avait des freelances qui étaient à distance. Ils sont restés à distance. Donc, Ouais. Donc il y a des personnes et il y avait des personnes qui préféraient travailler en présentiel. Et ce qui s'est passé, j'allais dire malheureusement, mais heureusement finalement pour eux et pour nous, ces personnes sont parties. Ou à la fin de leur contrat, on n'a pas renouvelé, etc. Parce que eux, ils avaient besoin de se retrouver, de travailler avec leurs collègues au quotidien, etc. Je pense que c'est vraiment un choix personnel. Il y a des gens qui aiment ça. J'en fais pas partie. ok. Et finalement, pour les gens qui aiment ça, c'est mieux pour eux et pour nous qu'ils aillent dans un lieu, dans une entreprise où ils fonctionnent de cette manière et ils peuvent s'épanouir. Donc au début, j'ai essayé vraiment de faire fonctionner les deux, en gardant les locaux, etc. Mais ils étaient de moins en moins nombreux et du coup, ceux qui venaient, ils perdaient un peu en motivation et en sens, etc. Et après quelques années, du coup, ça n'avait plus de sens, ni pour l'entreprise, ni pour ces personnes. Comment tu crées du lien avec des personnes justement qui sont à distance parce que ouais, tu les vois plus en fait. Il y a des gens que tu vois plus. Moi, je vais te dire les choses. Moi, j'ai connu des boîtes où t'as des managers ou t'as des directeurs. S'ils voient pas les gens, tu vois, ils se disent les gens ils bossent pas en fait. Comment bon, là, on a compris que t'étais pas du tout dans ce mindset de la préhistoire. Je pensais une chaussure. Mais justement, comment t'as créé pour créer des liens, pour que ton équipe reste performante malgré la distance Qu'est-ce que t'as fait, que t'as mis en place enfin... Mais du coup, j'ai envie de te demander, juste de façon générale, comment tu crées du lien avec des gens?
Moi, c'est simple. J'apprends à les connaître. Ok. J'apprends à les connaître parce que moi, je suis Scrum Master. Donc, Scrum Master, c'est quoi? Je suis leader d'équipe. Je suis à la fois leur coach. Je m'occupe aussi de l'organisation de l'équipe. Je m'occupe de ce qu'on appelle l'agilité et comment on développe mieux avec les clients et le business. Donc, je me suis occupe aussi de la com. Et je sais que mes devs, ils sont super jeunes. Ils font jamais, feront pas, comment dire, ils font pas toute leur carrière dans la même boîte. Enfin, là, c'est devenu une réalité, tu vois. Enfin, et au fil des années, pour fédérer les gens, je me suis dit en fait, il faut allier les intérêts perso, les ambitions perso, avec les ambitions de la boîte et de l'équipe en commun, tu vois. Mm. Et pour travailler ça, bah, il faut connaître les gens en fait. Oui. Il faut connaître les gens, il faut créer de la relation, il faut créer de la confiance. Moi, j'ai la moitié de mon équipe, et la moitié, ils sont introvertis, hein. Ils sont introvertis, ils ont des mauvaises expériences avant dans certaines boîtes, Mhm. donc ils sont, comment dire, ils ont mis le voile, ils ont mis la carapace. Mm. Et moi, mon job au départ, c'était un peu de faire baisser cette carapace. Ouais. Et je peux pas leur dire en disant bon bah, vas-y raconte-moi ta Vas-y. vie, wesh, tu vois, ça marche pas comme ça, tu vois. Mhm. Par contre, pour donner la confiance, bah déjà, faut leur montrer que t'es là. Ouais. T'es là, t'es pas seulement là quand il y a des problèmes, parce qu'en tant que Scrum Master, je lève les obstacles, Mm. mais je suis aussi là pour les anticiper. Mm. Parce que si on dit que dans l'agilité et tout, on peut foirer, on peut faire des erreurs et après rectifier les tirs. Mais moi j'aime bien le football. Si on peut faire un but en pleine lucarne direct, y a pas de souci, tu vois, on le fait direct. Tu vois, pas besoin de passer par les erreurs pour apprendre, tu vois. Mhm. Donc vraiment, c'était de leur montrer, bah déjà être un peu sur le terrain, à distance, Oui. et leur montrer que en fait j'étais présent et qu'ils peuvent me faire confiance. Au fur et à mesure, ils ont vu que bah, quand on avait des problèmes un peu poétiques ou un client qui est un peu récalcitrant, Mhm. ils ont vu que je faisais bouclier et que voilà, je les aidais en fait. Et c'est là où ils ont commencé à baisser un peu la carapace et justement me faire confiance. Et moi, je mettais aussi en place des choses un peu, entre guillemets, innovantes. Ok. Moi, j'étais pendant 15 ans développeur. Mhm. Et moi, je me rappelle, les réunions d'équipe, je baissais la tête et je disais rien, tu vois. Enfin, je laissais le leader ou le manager parler, tu vois. Mhm. Donc, moi, en tant que Scrum Master, bah, j'animais l'équipe, je mettais les séances. Généralement, pas plus de 2 heures, même avoir des pauses d'1 heure. Parce que je sais qu'au niveau de la concentration, on peut plus rester 4 heures dans une salle, enfin. Moi, avant, j'avais des réunions de la mort comme ça, c'est pas possible, tu vois. Donc, je me suis, en fait, rappelé, bah, des moments où j'aimais pas, Mhm. et j'ai essayé de me mettre à leur place pour essayer un peu d'innover. Donc, ouais, la confiance, montrer que, bah, je suis présent et que je montre l'exemple, et aussi mettre ensemble, bah, des formats de réunion ou avec des post-it ou un peu de gamification pour que les gens Ok. puissent s'exprimer. Mm. Donc voilà un peu. Je pourrais encore aller un peu plus en détail, mais je sais pas si. Non, non, c'est bien. Et du coup, ce que je retiens, c'est que c'est la confiance et, on va dire, le fun aussi, la Ouais. gamification pour créer du lien Mm. avec les gens. Et je pense que c'est tout à fait quelque chose qu'on peut faire à distance. Ouais. Et que quand les entreprises sont trop focus sur la présence physique, Mm. c'est parce qu'il n'y a pas de confiance. Exactement. Et ils ont peur de perdre le contrôle. C'est exactement ça. Moi, je dirais que je balance la chaussure. Hein. Tous les gens qui me disent le télétravail ça marche pas et tout. En fait, c'est pas que ça marche pas. C'est juste que ça met en l'accent sur les choses bah, un peu cachées et Mm. c'était déjà sale en fait. Oui. C'était déjà cassé en fait. C'est ça C'est qui que est hyper inconfortable. Tu Oui, dis, ah c'est- merde, en fait, ça a fait exploser les problèmes qui Ouais. existent déjà. Mm. Et on a vécu ça hein, quand on... C'était pas facile le passage en télétravail et ça, voilà, ça a fait exploser pas mal de choses et on a dû mettre en place des outils, des manières de fonctionner, etc. qu'on n'avait pas avant. Et c'était pas hyper confortable pour moi au début, Ouais. mais on a le choix. Soit on dit, bah merde, il y a des problèmes, du coup on revient comme avant et on va les ignorer. Soit on va les regarder en face et on va faire quelque chose.
On va s'adapter, hein. Donc, ouais, moi les personnes que j'accompagne, c'est vraiment... je prends pas la position de l'expert où il faut travailler comme ça, le framework agile, c'est ça, Scrum, machin, Kanban, tous les noms d'experts. Ouais. Il faut d'abord embarquer les gens. Mm. Faut comment dire, que la confiance se crée avec le temps et aussi montrer l'exemple. Si les personnes ils voient que bah tu mouilles le maillot pour eux, c'est comme au football, hein. Tu mouilles le maillot pour eux et que ce que tu dis bah ça se suit dans l'action et dans l'exemple. Mm. Bah, les gens ils vont embarquer, ils vont t'aider, hein. Ouais. Et du coup, j'avais une autre question pour Vas-y, toi. vas-y. Je voulais savoir, pour toi, c'est quoi un bon manager? Et est-ce que tu penses que tout le monde peut être manager? Euh, Non, tu as une. il faut être outillé, il faut être outillé, il faut être accompagné. Au moins au départ. Parce que t'es sur LinkedIn, hein. Tu vois, tous les gens ils disent, ok, bah les fiches de poste, manager ou leader, savoir faire du feedback. Les gens ils savent pas faire ça. Enfin, tu le vois, tu vois. Il y a des gens juste un bonjour ou faire du small talk, ils y arrivent pas, tu vois. Oui. Alors leur demander, bah si tu seras un bon manager quand tu sais faire du feedback, c'est impossible, tu vois. Enfin. Par contre, il faut se donner les moyens. Il faut se faire accompagner, il faut avoir des coachs, il faut outiller dès le départ, il faut les accompagner. Mhm. Et là, je me dis, oui, tout le monde peut être. Mais le lancer comme ça dans le grand bain, sans se faire accompagner, bah, pour moi, c'est impossible. Enfin, Et pourtant, ça se fait tout le temps. On voit tout le temps des gens qui sont bons dans leur métier, qui sont promus en manager. Oui. Mais sans formation, sans outils, sans rien. Sans accompagnement, ouais. Et c'est là le drame, en fait. C'est là le drame, c'est comme on en parlait tout à l'heure, la confiance est rompue. Il y a un peu la distance. Et ce que j'aime dire souvent, c'est que le premier feedback qu'on fait aux gens, c'est de ne rien dire. Et du coup, c'est quoi un bon manager? C'est quelqu'un qui est à l'écoute et qui est aussi vulnérable, en fait. Et c'est tout? Non, il y a d'autres choses, mais déjà, ne pas cacher les problèmes, en fait. Ok. Ne cacher pas les problèmes. Par exemple, il y a toujours des problèmes politiques ou de budget. D'expliquer, en fait, d'être transparent, en fait. En fait, si t'es un leader et que tu mets la carapace, toutes les emmerdes, bah, tu les prends pour toi, et que ton équipe, bah, ils le savent pas. C'est compliqué, hein. C'est compliqué, hein. Les gens, ils se lèvent pas le matin en se disant bah, je vais faire de la merde ou je vais glander, je vais rien faire. Ouais. Les gens, ils veulent être créatifs, ils veulent aider les gens. Enfin, moi, c'est ma valeur. À partir du moment où t'as un manager qui me dit bah voilà, moi, j'ai ce projet-là, j'ai ces ambitions-là. Des fois, il y a des trucs qui me plaisent pas, mais ça vient d'en haut. Comment vous faites pour m'aider pour y arriver, tu vois? Déjà, la vulnérabilité, pour moi, c'est super important, en fait. C'est super important et ça facilite les choses, en fait. On en parlait tout à l'heure de confiance. Pour moi, il faut être vulnérable, ne pas hésiter à demander de l'aide et après, tout se crée, hein. Okay. Mais encore une fois, il faut être accompagné et il faut... Tu peux pas être avec un saut au parachute. Enfin, toi, tu l'as fait. Après, il y a des gens, ils sont nés pour ça, tu vois. Enfin... Élastique aussi. Toi, au départ, t'as pas été accompagné, mais tu t'es pris des claques dans la gueule, en fait, au départ. Oui. Tu t'es pris des claques dans la gueule. Et beaucoup de claques. Et d'ailleurs, c'est marrant, tu n'as pas parlé de performance. Pourquoi? Parce que moi, je pars du principe, moi, j'aime bien les jeux, j'aime bien le sport. Pour moi, quand tu fais les choses détachées du résultat, mais par contre, t'es concentré à faire les choses bien, niveau organisation, performance et effort, les résultats viendront. T'es sûr? Ah oui. Les résultats viendront, et puis s'ils viennent pas, bah, ils viennent pas. Mais au moins, si tu prends déjà des plaisirs dans le process et à construire les choses, pour moi, c'est gagné. Moi, je suis pas dans la philosophie où il faut trimer, il faut cravacher, il faut souffrir, et à la fin, tu gagnes, t'es au sommet, et t'es champion ou t'as la coupe. Moi, oui, c'est cool, tu vois.
Il y en a qui commencent comme ça, hein. Je respecte et je comprends, tu vois. Moi, je suis plutôt dans le process où formons déjà un collectif Mhm. d'objectifs communs, améliorons les choses à améliorer, prenons déjà du plaisir ensemble, tu vois. Mm. Prenez du plaisir. Si le résultat arrive, là, c'est gagné. Et s'ils mettent du temps à venir, Oui. bah, ils mettront du temps à venir. Mais moi, je suis vraiment focus justement sur les gens, Mm. sur l'amélioration et les faire grandir. Et après, le résultat, ils vont venir. Je pourrais même faire le parallèle avec LinkedIn, tu vois, mais on pourra en parler après. Mm. Mais clairement, déjà, après, je suis pas naïf. Enfin, Oui, le discours en métier passion, ça remplit pas le frigo. On est d'accord, Elisabeth, tu vois. oui, c'est ça. En fait, je, je pense que parfois je suis trop dans le OK, on est bien, on est bienveillant, on est ensemble, c'est super, etc. Mais il faut quand même regarder les résultats, il faut quand même Ouais. viser quelque chose. Mm. Et je pense pas que ce soit forcément quelque chose de négatif ou dire il faut souffrir, il faut Mm. charbonner ou tout donner, mais bah, que ce soit réaliste Mm. et réalisé. Ouais. C'est ça aussi qui nous aide à nous évaluer et de voir est-ce que ça fonctionne, est-ce qu'il y a des choses à ajuster, est-ce qu'on a bien communiqué, bien travaillé ensemble, etc. Parce que j'ai l'impression que sans ce cadre-là, on peut oublier aussi où on va. Ouais. C'est pour ça, moi, c'est important avec mon équipe. Je fais ça depuis plus de 6 ans, hein. C'est que toutes les 2 semaines, on se pose, les PC fermés et tout, Mhm. on regarde dans le rétroviseur. Ok. On regarde ce qui s'est passé les dernières semaines. Mm. Pas forcément tous les trucs qui n'ont pas marché, hein, parce que sinon, comme je t'ai dit, déjà, qu'est-ce qui a marché? Oui. Déjà, on se pose, qu'est-ce qui a marché? Où est-ce qu'on a pris du plaisir? Mm. Remercier les gens, Mhm. rien que pour la confiance et bah, les gens, ils sont fiers d'accomplir des légendes. Donc, déjà, on peut voir ça. Et après, on peut aussi parler des choses qui fâchent et qui n'ont pas bien marché. Mm. Et c'est comme ça, justement, en répétant l'amélioration continue et qu'on peut performer. Mm. Mais clairement, oui, je vois ce que tu veux dire. Et il faut quand même des objectifs de résultat. Je reprends encore l'exemple du football. Il y a plein d'équipes qui étaient super fortes, qui ont gagné plein de titres. Et regarder jouer, c'était dégueulasse, tu vois. Genre, ils étaient à 10 derrière, ils attendaient en contre, et après, ils marquaient le but, et voilà, ils ont gagné plein de titres. Mm. Mais, ils prennent pas de plaisir, en fait, tu vois. Enfin, Oui. là, je te prends l'exemple, allez, on va dans le football, je vais perdre la moitié des gens, c'est pas grave. L'Atlético de Madrid. Tu vois, il y a un joueur qui est super connu, Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, joueur d'équipe de France, tu vois, dans cette équipe-là, c'était une équipe super défensive. Ils ont quand même gagné un titre et tout, mais les gens ne prenaient pas de plaisir parce qu'en fait, ils restaient derrière en bloc et ça donnait pas d'émotion pour les gens sur le terrain et les gens extérieurs. Mais les résultats étaient là. Ok. Ok. T'as d'autres équipes comme Naples ou comme Liverpool ou d'autres équipes où il y a du jeu. Ils ont pas forcément gagné autant de titres, voire plus si certains ont gagné des titres. Par contre, il y avait la manière. Il y avait la manière et moi j'ai cette conception-là des équipes et de la performance ici en fait. Mhm. Gagner en fait avec la manière et donner des émotions en fait. Ok. Mais je sais qu'il y a plein de gens qui partagent pas ça, hein, et c'est ok. Mm. Moi je suis plutôt là-dedans. Ok. Bah, je pense que je suis plus comme toi, mais que parfois c'est aussi des déceptions. Ouais. C'est les conversations difficiles. À un moment donné, t'as forcément des gens qui vont moins bien performer parce qu'il y a les meilleurs de la vie en fait. Je sais pas, au niveau de la vie perso. Ouais. Moi, avant, quand j'allais à l'entreprise, après les études et tout, j'étais en mode, ok, il faut être pro, on y va, les problèmes du quotidien ou la famille ou les trucs perso, ça reste à la maison, tu vois. Mm. C'est faux, en fait. Oui. C'est faux. C'est faux parce qu'à un moment donné, ça va quand même te perturber et ça se verra, tu vois. Enfin, comme je te dis, les gens, ils se lèvent pas le matin en disant, je vais merder, je vais être moins performant, tu vois. C'est ridicule, tu vois. Mais je pense que toi, tu as beaucoup travaillé du coup dans des grosses structures. Ouais. Et c'est aussi la difficulté d'une petite structure. C'est Ouais. que quand... Et on peut pas l'empêcher, comme tu dis, s'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous,
forcément, ça a un impact sur notre travail. Mais je pense que l'impact sur l'entreprise est beaucoup plus important pour une petite équipe. On le ressent beaucoup plus. C'est pas pareil quand tu as une équipe dédiée à la même chose et les autres peuvent t'épauler un peu, on peut s'organiser différemment. Alors que dans une petite entreprise, tu es peut-être la seule personne qui fait ce que tu fais. Et voilà, je pense que dans une grande entreprise, tu as plus de souplesse sur ce point. C'est quelque chose qui a toujours existé dans le sens où dans les grands groupes, on entend tout le temps, il y a toujours des personnes qui sont moins performantes et d'autres qui performent plus. Mais ça s'équilibre, on va dire. Ah, je suis moins d'accord avec toi. Ouais. Je suis moins d'accord avec toi parce que justement dans les grands groupes, on va se dire les choses. Ces grands groupes-là, il y a plein de projets qui foirent. Bon, je prends un exemple de Google, tu vois. Ils ont fait plein de projets qui ont foiré, ça a coûté de l'argent. L'avantage, c'est que comme ils sont riches, ils ont pas de problème, ça a foiré et ça a pas eu d'incidence sur l'avenir. Contrairement à une petite boîte. Là, je suis d'accord avec toi. Mais par contre, dans certains grands groupes, il y a la résignation. La résignation, c'est on a toujours fait comme ça et du coup, bah là, c'est le bordel, mais c'est pas grave, c'est comme ça, tu vois. Alors que dans une boîte un peu plus petite, tu vois, bah déjà, il peut y avoir un cadre, je pense que c'est le cas chez toi, tu vois, la sécurité psychologique, les gens, ils le sentent, tu vois. Enfin, prenons l'exemple de quelqu'un, regarde, toi, t'as une petite équipe, quelqu'un qui part en congé maternité, tu vois. Les gens, je pense qu'ils vont se faire à l'écoute, tu vois, ils savent que... J'ai d'ailleurs une salariée qui... vas-y. Elle est en congé parental, ça fait 2 ans, et elle a encore 1 an. Donc voilà, après 3 ans, ça va être un peu bizarre pour nous et pour elle. Et du coup, le plus compliqué, c'était au début, parce qu'elle ne pensait pas prolonger. En fait, elle pensait prendre les 16 semaines et puis revenir. Mais comme moi aussi, je suis maman et je sais à quel point ça a changé ma vie et à quel point c'est difficile de s'organiser, aussi de trouver une place dans les crèches, de tout faire, etc. Je lui ai dit, écoute, on se dit ça, ok, on se voit dans 16 semaines, mais si tu veux, on s'appelle 1 mois avant et tu me diras un peu comment tu te sens, est-ce que si c'est toujours ok pour toi, et on commence à mettre en place un plan d'action. Et c'est là où elle m'a dit, en fait, je suis pas encore prête. Je vais solder mes congés, je vais prendre un peu plus de temps et on se donne rendez-vous dans 2 mois. Ok. Donc 2 mois après, elle me dit, ok, je suis pas encore prête, donc on attend encore 1 mois. Et là, pendant cette période, c'était compliqué. Mais après, quand elle m'a dit, en fait, finalement, j'ai décidé, je vais prendre le maximum, rendez-vous dans 3 ans. J'ai dit, ok, pas de souci, on s'organise. Et là, oui, c'est compliqué pour une petite boîte. Mais on trouve une solution. On trouve une solution. Mais franchement, je ne sais pas comment je vais faire quand elle revient. L'entreprise a tellement changé en un peu de temps. Donc, c'est quelque chose que j'ai tout le temps dans ma tête. Qu'est-ce que je vais faire avec elle? Quel rôle elle va avoir? Comment je vais pouvoir l'intégrer à nouveau, la former à tous les nouveaux outils qu'on utilise, les nouveaux process qu'on a créés, comment recréer une cohésion, etc. Et ça a un impact sur toute l'entreprise et pas juste une équipe ou un service, mais tous les aspects de la boîte. Non, mais encore une fois, tu vois, là, ce que tu me dis là, ça a l'air normal pour toi. Il y a plein de gens qui le font pas, Elisabeth, tu vois. Enfin, là, tu fais preuve d'empathie. En plus, il n'y a pas la barrière dirigeant et là, tu te discutes directement avec elle, tu vois. Enfin... Oui, là, pour le coup, on a vraiment une relation de confiance. On revient à ce mot-clé. Et je respecte ses choix. Et elle, par exemple, de temps en temps, elle vient sur le Slack pour envoyer une petite blague ou quelque chose, dire « Hey, Big Brother is watching you ».
Et genre, quand il y a des gros changements, elle me demande, elle veut savoir un minimum, genre, pas être dérangée dans sa vie, mais quand elle veut avoir des infos, elle me demande, je lui dis ce qui se passe. Et je la rassure aussi, je lui ai déjà dit, elle m'a dit, quand je reviens, je serai pire qu'une stagiaire, quoi, je vais savoir rien faire. Je lui ai dit, t'inquiète pas, ça va aller. Et elle m'a dit, bah, peut-être que je viendrai à temps partiel, pas de souci, on verra dans un an. Mhm. Tu sais, Elisabeth, les personnes les plus motivées que j'avais vues dans les boîtes, c'était ceux qui sont en reconversion. Parce qu'ils démarraient de zéro, ils avaient tout approuvé, mais tu vois, l'état d'esprit était là et les gars, comme je te dis, dans Sunboy, il y a des gens qui sont là depuis des années, ils sont résignés, tu vois. Enfin, ils font leur job, ils en font pas plus. Comme je te dis, s'il n'y a pas quelqu'un qui a mis le cadre pour que l'équipe performe avec des objectifs communs, t'en as, ils vont pas faire plus, tu vois. Et ces gens-là, tu vois, où tu gardes le lien et que bah, ils repartent de zéro, au final, t'as pas envie d'avoir que des experts, tu vois. Tu veux des gens qui mouillent le maillot, qui ont la dalle, en fait, tu vois. Et elle, peut-être que cette personne-là, on verra, tu vois, mais comme elle sait que ça fait 3 ans, voilà, qu'elle t'a mis un peu en galère, tu vois, mais t'as jamais coupé la com, et ça se trouve, elle va se faire des buts en pleine lucarne, non? Et on me voit, et même si à la fin de tout ça, elle me dit, bah, je veux même pas revenir, Ouais. ce serait ok pour moi. Tu vois, je ne le prendrais pas personnellement, alors qu'on voit qu'il y a des boîtes, vraiment, ils prennent ça comme un affront personnel, mais comment tu oses? Et bah, comment on le fait? Et ça, du coup, c'est un sujet qui me touche particulièrement, bah, les droits des femmes et la discrimination liée à la grossesse et tout ça. Mais c'est fou de voir des entreprises qui prennent une naissance comme un affront personnel contre l'entreprise. Ouais, après, que je te dis, il y a le cadre. Donc il y a les cadres et les ambitions de chacun, tu vois. On va se dire les choses. Il y a des gens, ils voient les gens comme un centre de coût, en fait. Un Google Sheet, tu vois, une ligne, tu vois. Et c'est ça, tu vois. Après, je leur jette pas la chaussure, tu vois. Peut-être qu'ils sont sous pression. Peut-être qu'eux aussi, ils ont des ambitions perso. On en revient encore. Et l'ambition, c'est d'avancer et que s'il faut avancer, malheureusement, bah, s'il faut marcher sur quelqu'un, ils vont le faire, tu vois. Enfin, c'est une réalité, tu vois. Enfin, et oui, c'est désolant, mais il y en a qui font ça aussi, tu vois. Ouais. Bah, je vais dire un truc peut-être un peu bizarre, mais Vas-y, qui me vas-y. vient en tête, c'est que je me sens aussi de moins en moins alignée avec le fait d'avoir des salariés. Ouais. C'est un peu bizarre peut-être de Vas-y, dire ça, vas-y. mais j'aime bien pour moi, l'indépendance est une valeur hyper importante. C'est pas le cas pour tout le monde. Il y a des personnes qui aiment la sécurité, qui aiment le cadre et tout. Mais j'aimerais aussi que les autres puissent avoir cette liberté-là. Et dans le salariat, il y a quand même un cadre à respecter. Il y a quand même un certain nombre d'heures à travailler, un certain nombre d'heures de semaines de congés, des trucs. Il y a des lois à respecter quand même, tu vois. Il y a des choses, des conventions collectives et puis tous ces trucs. Et je me sens de moins en moins à l'aise à imposer ce cadre à des gens, même si peut-être pour eux ça leur convient, comme je disais, il y a des gens qui voilà, ça leur convient ce cadre. Mais comme je n'aime pas non plus imposer ce cadre. Je sais pas si ça te parle ou si je pars dans des trucs. Non, mais je vais balancer la chaussure, hein. J'ai connu des boîtes où ils te demandent de faire en astreinte le week-end, ou de travailler le week-end. Par contre, si on t'a pas appelé, entre guillemets, pour bosser ou corriger un truc, ils te payaient pas. C'est ridicule, tu vois. Enfin, la personne, elle part pas en week-end, elle reste chez elle. Et au final, on n'envoie pas un mail pour lui dire c'est comme si elle a pas bossé, et du coup elle a pas payé. Et c'est ridicule, tu vois. Et ces boîtes-là, tu vois, ils s'étaient coincés avec des conventions entre guillemets collectives. Donc je comprends ce que tu dis là, tu vois. Et par contre, les prestataires, ils étaient payés. Donc ouais, je comprends ça, tu vois.
Et donc, bah, tu me tends la perche alors. Allons dans l'entrepreneuriat, tu vois. Enfin, parce que on est là-dedans. T'as créé Avest, t'as créé Avest Formation, ta boîte, elle a 11 ans. Mhm. T'as lancé entre guillemets, un nouveau business. Oui. Pourquoi? Pourquoi? C'est une bonne question. Ben, je pense qu'on va revenir à la maternité et tout ce que ça m'a appris. Je pense que ça a été assez violent, si je suis honnête avec toi. C'est incroyablement beau aussi. Voilà, je peux même pas décrire ce que c'est d'avoir des enfants et de les voir grandir. Mais c'est aussi incroyablement violent de devenir mère ou déjà d'être femme et qu'on te demande tout le temps quand est-ce que tu vas avoir des enfants, quand est-ce que tu vas faire le deuxième, quand est-ce que... Mais laisse-moi tranquille. Et puis quand tu les fais, on te demande mais quand est-ce que tu vas arrêter de travailler, mais tu as une entreprise et des enfants, mais comment tu fais, c'est pas trop dur, tu as trouvé un équilibre, tu es sûr que tu passes assez de temps avec tes enfants et ceci, cela, et c'est épuisant, toutes les injonctions qu'on subit en tant que femme, entrepreneuse, en tant que maman. Et tout ça, ça m'a un peu saoulée. En même temps, j'avais commencé à communiquer sur LinkedIn aussi. Ouais. Et j'ai commencé à parler un peu de ces sujets-là. Et tout ça a fait naître un peu cette idée de, OK, j'aimerais créer un espace, un cadre pour les entrepreneuses que moi, j'aurais aimé trouver, mais que je n'ai jamais trouvé et que j'ai fait partie de réseaux ou de clubs d'entrepreneurs, mais genre, j'ai jamais discuté avec quelqu'un sur la parentalité. Ou bien, je me rappelle, dans un club, un papa, son conseil pour moi, c'était, lui, comment il gère la parentalité, il dort avec des boules de caisse pour ne pas entendre son bébé pleurer. Je dis, ouais, moi, je peux pas faire ça, je dois l'allaiter. Du coup, j'ai ressenti un peu ce décalage et je sais pas, j'ai envie de te demander aussi, est-ce que c'est facile pour toi de trouver des invités femmes qui veulent venir dans ce studio? Ouais. Il y en a beaucoup qui sont à l'aise pour ça. Ouais, mais ça, c'est grâce à LinkedIn, en fait. C'est grâce à LinkedIn. Tu m'aurais dit ça il y a un an, impossible. Ouais. Tu vois, mes invités, tu vois, c'est... Oui, ils sont dans le milieu de la tech. Mhm. J'avais un certain réseau avant d'aller sur LinkedIn. Ouais. Donc, j'étais sûr que mes coachs agiles ou j'étais sûr ou certains managers, j'étais sûr qu'ils viendraient, tu vois. Mhm. Des gens comme toi, Elisabeth, des dirigeants, des dirigeantes Mhm. qui en plus prennent la parole sur Internet. Ouais. Je pense que sans LinkedIn ou sur Internet, j'aurais pas pu, tu vois. Ouais. C'est C'est comme ça impossible. que tu repères Oui, Du coup, il y a elle qui parle de Ouais. tel sujet. Mais déjà, je trouve que toi, tu as un peu plus de diversité dans tes invités, mais c'est pas le cas de tous les médias ou même, par exemple, à la télé, dans les infos, etc. Il y a des statistiques qui montrent que, je crois que je veux pas sortir des chiffres que j'aurais dû noter, mais il y a beaucoup moins de femmes Ouais. présentes dans les médias. Donc, ça nous montre un peu cette image où, en fait, il y a moins de... Il n'y a pas cette représentation. Ouais, ben, tu viens de le dire en fait, dans les médias classiques, tu vois. Moi, je te parle de LinkedIn, Internet, tu vois, comment dire, ça a changé la donne en fait. Ça a changé la donne, tu vois. Et moi, quand je vois des gens comme toi, je vois des gens comme Nina Ramen, moi, je suis super content en fait, tu vois. Enfin, je vais te sortir une anecdote rigolote, tu vois, dans mon équipe. C'est con à dire, mais il y a la moitié de l'équipe, c'est des filles, tu vois. Mhm. Je peux te dire que ça bronche pas, tu vois, avec les mecs, tu vois. Enfin, et comment dire. Ouais, c'est des moteurs en fait, tu vois. Et c'est cool, tu vois, d'avoir de la diversité, tu vois. Oui. Et, La et- diversité existe. C'est Ouais, juste qu'on mais on la on le voit- montre pas. on la montre pas, exactement, tu vois. Et bah oui, comme tu le dis, c'est les médias classiques en fait. Enfin, c'est coincé en fait. Enfin, tu vois bien, tu vois. Enfin, quand il y a des lois sur les femmes ou sur plein de choses, Mm.
Il y a que des mecs sur le plateau. Enfin, à un moment donné, c'est ridicule, tu vois. Enfin, Ouais. mais Là, je viens de voir sur LinkedIn l'autre jour, c'est un événement en ligne sur l'entrepreneuriat. ouais. Il y a que des, que des hommes, du coup, qui vont Mm. parler. Et je me dis, c'est dommage parce que aujourd'hui, comme tu as dit, sur LinkedIn, on peut trouver des femmes entrepreneuses aussi. Ça existe. Mais maintenant que tu me le dis, moi, je me suis beaucoup formé, tu vois. Mhm. Je me suis formé, j'ai fait plein de formations, j'ai fait plein de bootcamps. Maintenant que tu me le dis, j'ai beaucoup de femmes, en fait. À part Thibault, lui, au final, j'ai été formé que par des femmes, en fait, tu vois. Mm. J'ai été formé par Caroline Mignot pour le podcast. Ok. Tu vois, femme. Tu vois, à un moment donné, j'ai même pas fait. Maintenant que tu m'en parles, ça vient juste de popper dans ma tête, tu vois. Oui. Je suis allé chercher une personne qui est en Inde, Mm. Niharika Korsordi. Moi, je voulais progresser justement sur LinkedIn, sur le storytelling et avoir un style différent, tu vois. Mm. Je suis allé la chercher, tu vois. Elle est top voice LinkedIn Inde, tu vois. Mm. Donc, toi, tu vois, ouais, c'est une femme. Oui. Delphine Auger, Oui. sur le monopole personnel, tu vois. Mhm. Elle, quand elle poste, on va dire les choses, toi, elle a rien à foutre de regarder les gens, tu vois. Tu vois, moi, tu vois, ça me plaît, tu vois. Enfin, Ouais, et même la photo. moi, ça me Ça plaît, va tu vois. avec. Et, elle m'a aidé, tu vois, parce que moi, je sais pas faire la promotion de mon podcast, tu vois. Mm. Donc, je suis allé voir en direct. Mhm. Mais en fait, pour moi, c'est devenu normal, en fait, tu vois. Alors Oui, mais toi, que, t'es une personne curieuse ouais, mais de tout et tu restes pas dans un cercle. Mm. Tu t'intéresses à tout le monde et ce qui se passe ailleurs. Et c'est comme ça que tu as pu créer un réseau. une armée. Ouais, voilà. Mais ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Enfin, de mon prisme-là, pour moi, c'est normal et c'est naturel. Mm. Mais en fait, c'est pas du tout le cas à l'extérieur, en fait. Enfin, Ouais. et donc, c'est pour ça, justement, que t'as créé ce mastermind. Et Voilà. du coup, je pourrais pas venir. Mais c'est ok, c'est pas grave, tu vois. Mais c'est pour ça, tu vois, que c'est ça qui t'a motivé à créer ça. C'est ça. En plus de ton autre business où Oui. déjà c'était Voilà. chaud. C'est ça. Et j'ai voulu aussi me challenger personnellement pour créer un business avec un modèle différent. Parce que mon business, mon organisme de formation, Oui. je dirais que c'est un modèle plutôt agence. Mm. On travaille avec beaucoup de formateurs parce que les formateurs se déplacent chez les clients ou en ligne, etc. Du coup, chaque stade de croissance demande forcément plus de personnes, plus de charges. Voilà, c'est une structure beaucoup plus lourde. Alors que je voulais me challenger et créer un modèle un peu plus light, solopreneur, où tu peux décorréler ton temps ou le temps de tes prestataires de ton argent et créer quelque chose de plus intime, plus quali et avoir moins de clientes, mais un lien plus fort. Donc, c'est aussi un challenge personnel entrepreneurial, on va dire. Ouais, Mm. ouais, bah t'as réussi ta boîte, ça fait 11 ans. Là, tu voulais aussi aider la Elisabeth il y a quelques années, tu vois. Mm. Et tu te dis, créer entre guillemets un sanctuaire où justement tu rassembles ces gens-là et tout. Et alors, comment ça se passe, ce projet? T'es au début, c'est ça, hein? C'est au début, ouais. On a commencé en janvier avec un groupe bêta. Ok. Et hier, j'ai animé pour la première fois une rencontre en physique. Donc, c'était toute la journée à Paris. On était ensemble dans une salle sympa. On a fait des conférences, des activités en groupe, des cercles de parole. On a bien mangé, on a bien rigolé, on a pleuré un petit peu. C'est vrai? Pourquoi vous avez pleuré? Vous avez partagé des choses. Ouais, un peu des galères, mais aussi des moments heureux qui nous font pleurer aussi. Mais tu vois, ça raccroche en ce qu'on disait tout à l'heure. Tu me demandais comment tu crées une équipe, comment. C'est exactement ça en fait. Mm. Tu crées d'abord des liens. Oui. Et je suppose que toutes ces femmes-là, elles t'ont pas dit, je viens chez toi parce que je vais dépasser le million ou je sais pas en chiffre d'affaires direct, tu vois. Mm.
Oui, c'est plus Tu vois, ils sortir veulent un peu de cette solitude, de partager avec les autres. mais ils veulent quand même des résultats, tu vois. Ils veulent tout casser. Attends, on va se dire les choses, tu vois. Enfin, vous voulez tout casser. Mais avant ça, tu vois, Mm. faut créer du soutien, il faut être à l'écoute. Et il y a toujours des... En fait, la grosse erreur des gens, c'est qu'ils se disent j'ai des problèmes. Et du coup, soit c'est un peu d'ego, c'est un peu la honte de le dire parce que je suis confronté à ça et tout. Oui. Et en fait, il y a plein de gens, ils ont les mêmes problèmes que toi, en fait. Mm. Et plus qu'on ne le Carrément. pense, tu vois. Et bah, toi, t'es comme moi, tu prends la parole sur Internet. Mm. À chaque fois, t'as demandé de l'aide ou le nombre de gens qui viennent t'aider, enfin, c'est incroyable, tu vois. Et malheureusement, le nombre de gens bah, qui ils ont eu la même merde, tu vois. Enfin, c'est incroyable, tu vois. Et c'est important de partager, hein. Donc ouais, t'as fait justement ce mastermind pour justement avoir ce sanctuaire où les gens, franchement, en classe. Je suis encore plus dégoûté de pas pouvoir y rentrer. Mais bon, c'est pas grave. Parce que je crée le mien. Tu peux? Mais Non, tu peux ouais. rentrer dans le mastermind de Thibault Louis. Ah oui, oui, oui. Mais ouais, et donc là, t'es au début, là. Comment tu vas le faire grandir, ce truc-là? Comment tu le vois évoluer? C'est intéressant que tu me poses cette question et j'étais juste en train de penser à, à mes faiblesses. Ouais. Et je dirais que je suis pas quelqu'un de très rigoureuse. Mhm. On parlait de performance tout à l'heure, mais je sais pas moi, dans le sens où j'aime pas le cadre, comme je disais, j'aime beaucoup la liberté, la créativité, etc. Mais genre, être rigoureuse, avoir un plan d'action et tout ça, c'est pas du tout c'est pas du tout mon truc. Et du coup, je travaille avec une online business manager Mhm. que tu dois connaître, Sophie. Bien sûr, Roy. ça fait rare. Et c'est super. D'un côté, on peut dire, bah, tu délègues déjà et t'as que 6 clientes. Mais d'un autre côté, je sais que c'est ça qui va m'aider à doubler le nombre de participantes. Parce qu'elle a ce cadre-là, qu'elle pose les actions et elle me booste et elle me pousse et ça fait du bien. Ça fait du bien et ça te dégage du temps pour justement travailler à la vision, en fait. Voilà. La vision où tu te dis, là, ce groupe-là, il va être amené à grandir. Ce business, il va être amené à grandir. Oui. Comment je l'amène? Et alors, Ça, sur, et alors? C'est sur quoi alors les Magic next Web. steps? Et du coup, de l'autre côté, sur Aves, j'ai recruté la COO parce que je me suis dit, en fait, il faut que j'arrête d'essayer de gérer le quotidien parce que je suis nulle. Je peux pas faire ça. C'est pas vrai, je peux le faire, mais je n'aime pas. Et du coup, c'est quelque chose qui me prend de l'énergie, qui me fatigue. Donc, il faut que je m'en débarrasse. Du coup, j'ai pris quelqu'un dans le même rôle, on va dire, dans chaque activité. Mhm. Des freelances, en plus. Des freelances, ouais. Non, c'est... Je pense que t'es dans le futur, Elisabeth. J'espère, c'est que le début, mais franchement, déjà, je suis plutôt satisfaite. Ouais. Mm. Mais justement, comment tu vas t'y prendre pour avancer sur ce truc-là? C'est quoi tes idées, sans dévoiler les plans secrets, à moins que t'as pas envie d'en parler, j'en sais rien. Mais, Bah là, déjà, j'ai pas mal de rendez-vous découvertes ces prochaines semaines grâce à un post LinkedIn qui a pas mal buzzé. Et la suite, on va organiser, je pense, une masterclass, pareil, une sorte de masterclass de vente et proposer une offre spéciale, etc. On travaille sur ça, donc tu Ouais. verras bientôt sur LinkedIn. Mais non, mais c'est bien, là, tu me tends le bâton, là. Comme ça, on va finir sur ça, là. Mm. Bah, Elisabeth, tu vois, en tant que dirigeante d'entreprise, entrepreneuse, pourquoi tu poses sur Internet, en fait? Mm. Je te coupe un peu, là. Avant que tu me répondes. On voit bien, tu vois, t'as dit que t'as pris des personnes, des CEO pour gagner du temps et tout. Mais tu te libères toujours du temps à poster sur Internet. Et avant que je te redonne la parole, Elisabeth, elle prend la parole sur Internet, mais c'est pas pour faire 50 likes ou 100 likes, tu vois. Des fois, c'est n'importe quoi. Ça part à 30 000 likes. Le record, Tu je sais pas remplis si 10 45 fois le Stade 000. de France. Enfin, c'est n'importe quoi, tu vois. Enfin,
Donc voilà, je te redonne la parole. Pourquoi tu postes sur Internet, Elisabeth? Hmm. Encore une fois, c'est peut-être bizarre ce que je vais dire, mais je le fais pour moi. Oui. Je suis une personne timide. Là, j'aurais jamais imaginé que je serais là avec toi en studio en train de faire un podcast et en plus dans une autre langue. J'aime bien passer du temps seule. Ça me va bien si je vois personne pendant une semaine. J'aime bien être seule avec mes livres. J'aime écrire en fait. J'ai toujours aimé ça depuis mon enfance. C'est quelque chose qui m'anime, qui me nourrit. Et je fais ça parce que j'aime ça, tout simplement. Mhm. Et du coup, il y a aussi des résultats qui viennent. Ça peut être des résultats business, ok, je vends, je trouve des clients, etc. Aussi des résultats de créer du lien, de rencontrer des personnes comme toi. C'est grâce à LinkedIn. Donc, c'est créer des opportunités d'échanger avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs que toi. Et c'est cool. C'est cool pour quelqu'un qui est timide, mais qui aime parler des choses profondes. Je déteste le small talk, de parler de n'importe quoi, de faire semblant que j'attends des soirées où on ne connaît personne. C'est mon pire cauchemar. Mais vraiment de parler de ce qu'on a dans nos tripes, ça me plaît. Ça te plaît, mais pour le faire depuis un an, moi, c'est super dur, Elisabeth, tu vois. Et C'est dur, ouais. c'est pas donné à tout le monde, tu vois. Là, je rigolais avec tes posts virales qui faisaient 30 000 likes et tout. Mm. Bah, on va se dire les choses. Quand tu te fais défoncer, parce que je l'ai vu, Ouais. et en plus, j'ai vu beaucoup de mecs, tu vois. Ouais. Malheureusement, tu vois. Mm. Bah, comment tu le prends, comment tu gères ça, en fait? Bah, tu sais que j'ai aussi fait des pauses. Ouais. Je suis pas quelqu'un qui publie tous les jours. Je crois que sur les dernières années, j'ai publié peut-être 6 mois sur l'année. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai vu avec ce dernier post, je me dis, Bah, ça faisait parlons-en longtemps. de ce dernier post. Ouais. Ça parlait de quoi, ce post-là? Alors, ça parlait des différences culturelles entre les États-Unis et la France. Et c'est marrant parce que j'avais déjà fait un post sur tout ce que je n'aime pas aux États-Unis. Mhm. Et ça, c'est le record. Je crois que j'ai fait 45 000 likes sur ce post avec tous les Français. Ouais, Ça représente combien d'impressions, ça? quelques millions. Quelques vidéos fait personne. Il y a personne qui fait ça, Elisabeth. Non, je crois qu'il y avait 2 ou 3 millions de vues sur ce post. Ok. Et là, je me suis dit, ok, cette fois, j'ai bien envie de communiquer sur ce qui me manque des États-Unis. Ok. Mais là, il y a des gens qui sont d'accord avec moi, qui disent, c'est super, c'est intéressant, etc. Et d'autres qui ont dit, mais c'est de la merde. Ça fait 15 ans que tu es en France, t'as bien appris le mot connerie, j'espère. Ok, merci. Mais cette fois, ça m'a pas touchée comme les autres fois. Et c'est cool. En fait, je me suis dit, maintenant, je sais qu'il y a une image de moi, ou que les gens qui lisent mes posts peuvent penser des choses de moi, mais ces personnes ne me connaissent pas. Donc, s'ils m'insultent, ils ne m'insultent pas moi parce qu'ils ne me connaissent pas. Donc, ils insultent cette idée ou ce post ou le fait que je dis quelque chose avec lequel ils ne sont pas d'accord. Et que des personnes qui insultent des gens sur Internet, où tout le monde peut le voir, je pense que j'ai pas à me remettre en question face à ces personnes-là. Donc j'ai réussi enfin, je dirais, à prendre de la distance par rapport à ça et me dire que ce n'est pas personnel parce que ces personnes ne me connaissent même pas. Mais tu vois, hein, c'est marrant là, depuis une heure, tu penses des trucs, c'est normal et tout. C'est pas normal, Elisabeth, tu vois. Justement, on lance ça. T'as plein de gens justement qui veulent pas poster sur Internet à cause de ça, en fait. Je comprends, hein, on se prend des trucs, mais je pense qu'on a tous un travail
personnel à faire sur notre estime de nous-mêmes. Ça fait mal les insultes quand on est d'accord avec ce que l'autre personne dit. Quand quelqu'un dit t'es de la merde et toi tu penses aussi à l'intérieur de toi que t'es nul ou que t'es de la merde, tu dis merde, oui ça confirme bien ce que je pensais, oups. Et c'est ça en fait quand je dis que j'ai fait un travail, je pense que j'ai fait un travail vraiment introspection, psychologue, yoga, respiration, découverte de soi. Et aujourd'hui, c'est peut-être un peu bizarre encore une fois, mais je vais dire, je m'aime comme je suis. Et ce que les autres personnes disent ne me touche plus. Ouais. Après, oui, on parle de ces gens-là, on met l'accent sur ces gens-là. Il y a plein de gens que tu les as touchés en fait, et qui apprécient et peut-être que tu as changé un peu leur vie, tu vois. Enfin, je me rappelle tes posts là, tu avais fait des posts sur la grossesse, tu avais des posts sur, sur le télétravail aussi. Oui. Je pense que ça a aidé aussi plein de gens, hein, tu vois. Et je vais même te faire une confidence. Moi je suis un filou. Je balance ça, je m'en fous. Hein. Dans ma boîte, tu vois, je commençais à recevoir des mails, oui, les gens viennent plus, machin, bidule et tout. Ok. Moi, je voyais que ça allait partir en sucette, tu vois. Mhm. Je t'ai invité dans mon podcast. T'as expliqué un peu le télétravail et tout. On a plus reçu de mail, on a plus reçu de... Ok. Je dis pas que j'ai influencé, tu vois, mais au moins, je pense que, tu vois, Ça répond un peu à ces... il y a des perspectives, en fait. Tu vois, on n'est pas obligé d'être d'accord, tu vois. Oui. On n'est pas là, je sens, à prendre la parole sur Internet pour dire je suis un gourou, ce que je fais, c'est bien, faites-le. Ça te propose des perspectives, tu vois. Oui, voilà. Et, C'est comme j'ai dit au début par rapport à qui je suis. En fait, il y a pas de vérité absolue. Mm. On a tous des idées, des avis, des expériences, mais je ne pense pas être déteneur de vérité ou quoi que ce soit. Je n'attends pas à ce que tout le monde soit d'accord avec moi. C'est OK. Non, c'est bien et ouais, c'est génial ce que tu fais, tu vois. Enfin, encore une fois, en tant que dirigeant d'entreprise, entrepreneur et aussi parent, tu vois. Enfin, tu vois tous les gens qui me disent Christophe, tu trouves où le temps entre guillemets de faire le clown sur LinkedIn ou sur YouTube ou je sais pas quoi. Bah regardez, les gars, il y a des gens, tu vois, ils jouent pas à la console, tu vois, ils ont encore moins de temps que moi, ils y vont. Mais pourquoi? C'est la peur. Ouais. Plus qu'autre chose. C'est la priorité. On a tous le temps de faire ce qu'on veut faire avec notre temps. C'est bien ça. Mais ça, on a tendance à oublier. Hein. Moi, le premier, tu vois. Enfin... C'est quoi un peu les... Ok, j'ai compris. Poster sur Internet, justement, c'est un peu de thérapie pour toi. T'aimes bien écrire, tu l'as dit. Hein. Ça t'aime aussi des gens, tu vois. Aussi pour le business, hein, on veut se dire les choses, tu vois. Quoi d'autre encore? Des trucs insoupçonnés, parce qu'en fait, c'est des choses on calcule pas, en fait. Comme tu disais tout à l'heure, j'ai un truc que j'ai bien aimé, c'est attirer les opportunités, tu vois. Oui. Et pour moi, prendre la parole sur Internet, oui, c'est fou. Genre même ce post, je m'attendais pas à avoir autant de réactions. Et puis derrière, il y a des invitations pour des podcasts aussi. Quelqu'un qui m'a écrit pour un documentaire. Ah bon? Genre des interviews et je me dis comme ça, il y a des trucs random qui arrivent et on n'aurait jamais imaginé. Et c'est ça qui est cool. On balance un truc dans le monde et puis il y a des trucs qui nous reviennent. C'est ce que je disais tout à l'heure, détaché du résultat, tu vois. Enfin, oui, on a quand même des objectifs, on a quand même des ambitions, tu vois, mais on essaie de faire bien les choses et après, les choses vont arriver, tu vois. Enfin, tu m'as dit tout à l'heure, mais des fois, les résultats n'arrivent pas. Oui, sinon on serait tous millionnaires, on serait tous super-héros, tu vois. Enfin, mais c'est pour ça, je répète, tu vois, il faut apprécier le process, en fait. Oui. Il faut apprécier le process. Après, les métiers passion, ça remplit pas le frigo, donc il faut essayer d'allier les deux, tu vois. Et voilà. Ok, Elisabeth. Je sais pas si y a des questions que j'ai oublié de te poser que t'aurais aimé que je te pose.
Ou alors t'as des questions à me poser. J'ai soif. Vas-y. Et toi, du coup, la même question, c'est pourquoi toi... parce qu'on dit aussi, bah, les salariés ne peuvent pas communiquer sur LinkedIn, ne peuvent pas avoir des podcasts, etc. Donc, c'était quoi le but pour toi et qu'est-ce que ça t'a apporté? Moi, je me suis formé à la communication parce que il y a 2 ans, mon équipe, tu vois, a été challengée, mais dans le mauvais sens. Tu, Ok. tu sais, moi, je suis dans les équipes IT, dans l'informatique, donc Oui. on sait pas ce qu'ils font, tu vois. Enfin, on est mauvais communicants, machin bidule. Mm. Et donc, au-dessus, tu vois, comme tu le sais, il y a la crise ou je sais pas quoi, et la rédaction du coup, tu vois. L'idée, c'était de réduire mon équipe, tu vois. Ok. Ok. Moi, j'ai mis 5 ans à bâtir cette équipe-là, tu vois. Si on me donne pas des raisons, tu vois, ou un Oui. plan, tu vois, Mm. bah, je suis pas d'accord, tu vois, je suis impertinent, tu vois. Et donc, je me suis formé à la com pour ça, tu vois, pour mettre en avant l'équipe, ce qu'on fait pour le client. Et du coup, ça a marché, et du coup, on a pas réduit l'équipe. Ok. Donc, j'ai fait participer l'équipe à un concours interne, et au départ, personne ne voulait le faire, parce qu'on disait, ouais, on n'a pas le temps, c'est des conneries, c'est de la politique. Moi, je leur ai pas dit que, tu vois, on allait réduire l'équipe, donc... Mais voilà, comme travaille bien, c'est cool. Si personne ne le sait, c'est moins cool, tu vois. Voilà. Donc faisons ça, tu vois. Et comme ça, on met avant le client, votre savoir-faire. Et voilà, j'aurais pas mis la pression en disant dans 3 semaines, on dégage les gens, tu vois. Ouais. Du coup, tu vois, on a gagné le concours parce que moi, j'ai les coachs et je suis là de cette équipe-là, tu vois. Je sais que ce qu'on fait est bien, tu vois. Enfin, encore une fois, détaché du résultat, finalement, on a fini premier. Ouais. Je serais jamais si c'est ça qui a fait basculer la décision et tout. Bon, il y a des leviers, tu vois. Et je prends, tu vois. Donc voilà, je me suis formé à la com avec Alex Viseo Ok. Ah ouais. sur le personal branding grâce à ça, tu vois. Bah, c'est intéressant ce que tu dis, c'est vraiment ceux qui prennent la parole, qui prennent le pouvoir, finalement. Parce que si tu fais des choses bien, mais personne sait ce que tu fais ou que ça existe ou quoi que ce soit, Mhm. comment on peut valoriser ce que tu fais? C'est ça. Hein. Moi, je vais pousser le bouchon plus loin encore. Hein. Moi, mon métier, je prends de l'agilité, tu vois. Là, je prends de ça, tu vois. Mhm. J'avais créé une communauté agile au sein de ma boîte, tu vois. Ça n'a pas marché. Ça a pas marché, ça résonne pas, j'ai pas réussi à démarcher les sponsors, du coup le top management n'a jamais poussé le truc, ça a marché, ok. Moi, je suis dans l'amélioration continue, tu vois. Ouais. Donc je coach les gens et je me fais aussi coacher. Mhm. Et ma coach à l'époque, elle m'a dit, ok, bah là, t'as testé, ça a pas marché, bah va sur LinkedIn maintenant. Je dis, ah, ok. Donc j'ai testé, j'ai eu peur, tu vois. Au début c'était le bordel, mais j'ai testé et je suis allé sur LinkedIn et tu vois, 1 an et demi après, je parle un peu de ça dans mes posts, pas beaucoup, mais au moins je parle au moins des valeurs, tu vois. Et j'ai un podcast où par contre, où c'est diversifié, où voilà, j'ai des gens comme toi et des gens à venir où c'est vraiment des grosses têtes de la tech et de l'agilité, tu vois. Ok. Mhm. Et bah, le message il passe, tu vois. Donc c'est aussi un moyen aussi politique pour moi de faire passer des messages, tu vois. Après, qu'ils prennent ou qu'ils prennent pas, mais Ouais. ça me sert aussi à ça, tu vois. Et la deuxième raison, c'est que j'apprends trop en fait, tu vois. Mais j'apprends des choses avec toi, tu vois, et j'apprends aussi de ces experts, tu vois. Mhm. Et tu vois, ça me donne aussi un alibi, tu vois, pour inviter les gens, en fait, tu vois. Oui. Parce Ben, je pense que qu'on est très similaires sur ça. J'adore apprendre. Et c'est ça, en fait, c'est un moyen d'apprendre des autres, des invités, Oui. de leurs expériences. Et voilà, c'est des masterclass. moi j'aime bien les voyages, tu vois. Enfin, je sais que rien n'est blanc, rien n'est noir, enfin, tout est différent, tu vois, mais c'est pas parce que c'est différent que tu peux pas rapprocher les gens, tu vois. Mm. Et bah ouais, moi je suis dans la tech et tout, j'ai plein de trucs à apprendre d'autres milieux en fait, tu vois. Mm. Et oui, poster sur Internet, justement, ça me sert aussi à apprendre et à faire des rencontres, tu sais, c'est un alibi ou c'est une excuse, tu vois, pour rencontrer. Mm.
Franchement, je pourrais pas ramener, enfin, peut-être j'ai une croyance limitante, tu vois. Je peux pas ramener, je sais pas, le PDG de Nintendo ou de Nike, tu vois, alors que j'aimerais, tu vois. Oui. Mais par contre, JTR, tu vois, j'ai quand même, tu vois, une dirigeante d'entreprise, tu vois, qui parle de vulnérabilité, qui parle un peu de ses problèmes et un peu de ses challenges, tu vois. Et je commence par ça, tu vois. Enfin, Oui. c'est génial, tu Oui, vois. c'est Et super. merci d'être venu, Oui. tu vois. Et bah, Enfin, pour les gens timides, en fait, c'est Ouais. un moyen de dire, j'arrive quand même à aller parler à ces personnes qui m'inspirent, que peut-être que dans un gros truc de networking, j'aurais pas pu, j'aurais pas eu l'occasion, mais là, je peux interpeller une personne et interviewer en privé une personne qui m'inspire et c'est cool. ouais, c'est cool. Mais encore une fois, je pense qu'il y a un an, tu vois, je pensais pas que j'allais sortir un podcast. J'aime pas ma voix, je bafouille. Là, je m'entraîne, hein, j'ai pris des... Là, je me suis fait critiquer sur Internet. Je vais être transparent. Des gens qui m'ont dit, ouais, Christophe, des fois, il bafouille, des fois, il articule pas. Ok, je prends, tu vois, je prends le feedback. Là, j'ai pris une coach de chant, tu vois. Je sais Ouais. pas ce que ça a donné, tu vois, Ok. mais j'ai déjà fait une séance. Je pense que ça va me donner des résultats, tu vois, et je vais Ouais. progresser, tu vois. Et encore une fois, je suis allé chercher des gens qui sont pas dans l'IT, tu vois. Puis j'ai pris une grosse... Enfin, tu sais, la fille, elle a fait The Voice. J'ai pris... Je suis allé super loin, tu vois. Je vais pas faire The Voice. Je vais pas faire The Voice et je vais pas... Toi, Mais je tu veux chante pas du chanter, tout, enfin. Je chante pas du tout, tu vois. Mais... Moi, je chante, mais je vais pas chanter. Mais j'ai chanté pendant longtemps à l'école aux Ouais. États-Unis. C'est vrai? J'ai fait la chorale, c'est comme ça qu'on Ouais. Et ben, tu sais quoi, les premières séances... et tout. Mais en fait, t'apprends trop, en fait. Non, mais en fait, Elisabeth, juste le chant, tu vois, chanter, c'est super difficile, tu vois, enfin. Je transpare avec toi, enfin. En plus, j'en discutais justement avec mon amie Sarah Saidi, tu vois. Parce qu'elle aussi, elle prend des cours de chant, c'est grâce à elle que j'ai commencé. Parce que j'ai vu les résultats pour elle, tu vois. Ah, ok. Ce qu'elle me disait avant-hier, elle me disait, quand je vais dans cette cave, parce que c'est une sorte de cave, tu vois, c'est un peu comme la Batcave de Bruce Wayne Batman, tu vois. Ok. Je suis nul à chier. Enfin, je suis tellement nul, tu vois. Je pars vraiment de zéro, tu vois. Je sais pas chanter, machin bidule. C'est trop dur, tu vois. Je suis tellement nul. Mais à chaque fois, tu vois, chaque semaine, j'y retourne et je progresse, tu vois. Et du coup, sur les autres sujets où je progresse ou même que des fois je rame, ça n'a rien à voir, tu vois. Enfin, ça donne la confiance de fou, tu vois. Des fois, ouais, parce que je disais tout à l'heure, des fois, il faut repartir de zéro et ça peut débloquer des trucs. Hein. C'est pas donné à tout le monde, je comprends, ça peut faire peur et tout, mais quand tu repars de zéro et que tu te donnes des moyens, C'est cool. ouais, au niveau de la confiance et tout, vas-y, prends des cours de chant. Retourne, si t'aimes Allez, chanter. c'est parti. En plus, moi, j'aime bien aller au Japon et tout, comme ça se trouve, les karaokés, je vais tout défoncer. Non, mais je sais pas pourquoi on a parlé de ça. Non, c'est pas... on est fatigué, on commence à... Je sais pas si c'était la dernière question que tu voulais me poser ou que j'ai oublié de te dire. Qu'est-ce que je pourrais te souhaiter justement pour terminer l'année là? Parce que là on est à la moitié de l'année. C'est quoi tes objectifs pour la fin d'année? J'aimerais juste continuer un peu sur ce même élan, que ça avance bien comme je voulais et que je continue ce chemin et que je vais découvrir. D'ailleurs, c'est en octobre que je vais organiser une séminaire avec Laura de Coco Kombucha. Ouais. On va faire ça et on ne sait pas encore ce qu'on va faire. Donc, tu peux nous souhaiter de trouver une super idée et d'organiser un truc chouette Ok. pour le mois d'octobre ensemble. C'est quoi? C'est dans le cadre de ton Sur mastermind? Entrepreneuriat, peut-être du bien-être, yoga, j'en sais rien, on ne sait pas. On sera Ok. À distance ou à un Bordeaux, event? à côté de Bordeaux, à la Maison des Créateurs, Ok. dans la nature. Voilà, je sais pas ce qu'on va faire, donc tu peux me souhaiter de trouver une idée. Bon, mais de toute façon, vous allez y aller. Ne fais pas de soucis. Hein.
Ok, Elisabeth, merci à toi. Si on veut bosser avec toi ou discuter avec toi ou te suivre, comment on fait? Bah, sur LinkedIn, si vous aimez la mentalité américaine, avec grand plaisir. T'as un podcast aussi maintenant là. Eh oui, je viens de lancer un podcast aussi. Je suis en début de... Je dirais, je suis un peu en test. Je sais pas quel Ouais. format me plaît, donc je teste plusieurs formats pour voir. Mhm. Bah écoute, je te souhaite le meilleur. Moi aussi, quand je débutais, je savais pas ce que je faisais, donc je pensais pas que j'allais être devant la caméra là. Tu verras bien, mais quelque chose me dit que tu veux finir pareil, mais bon. Ouais, step by step. Eh ben merci à toi, Elisabeth, c'était un plaisir. Merci à toi. Et en plus, c'est la première fois qu'on se voit, donc c'est cool. Ouais. Et on a échangé sur Internet depuis un moment, mais moi j'ai apprécié notre échange et j'espère te revoir bientôt et j'espère que t'as apprécié aussi. Ouais, c'était super. Et, Merci. Même si bon, je suis un peu fatiguée, j'ai soif là, mais c'est pas grave. mais tout va bien. C'était chouette. Ben, merci à toi et tout le meilleur pour toi pour les projets à venir. For you too. Ciao. Ciao.